continuité donc, de l'examen des modalités de prévention qui ont été abordées par l'INEN, une question se pose, c'est comment éviter l'engagement de votre responsabilité face à une situation de harcèlement. Alors déjà, de quelle manière le juge administratif caractérise une situation de harcèlement moral? Donc, le juge administratif considère depuis un arrêt de section du 11 juillet 2011 qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Le juge considère qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations qui sont étrangères à tout harcèlement. Le juge administratif formera ensuite sa conviction en fonction des éléments préalablement soumis par les parties au litige, c'est-à-dire qu'il est le seul compétent pour apprécier la qualification de harcèlement moral. Ainsi, il est impératif pour vous de garder la preuve de ce qui est fait au sein de vos services. Donc, à titre d'exemple et de manière préventive, il n'est pas conseillé pour un supérieur hiérarchique de recevoir une subordonnée dans son bureau, la porte fermée. Alors, est-ce que le comportement de l'agent harcelé est pris en compte par le juge administratif? Lorsque le juge considère que le harcèlement est caractérisé, le comportement de l'agent harcelé, donc c'est-à-dire de la victime, ne peut pas atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Donc, dans ce cas, le juge administratif considère que le préjudice doit être intégralement réparé. En revanche, le comportement de l'agent harcelé peut, sous certaines conditions, exclure la qualification de harcèlement moral si l'administration démontre que ces agissements en cause sont justifiés donc, par des considérations étrangères à tout harcèlement. Alors, par exemple, la qualification de harcèlement moral a été exclue par le juge administratif lorsque les faits s'inscrivaient dans un contexte de vive tension personnelle, ou bien l'agent avait une part de responsabilité dans la dégradation de ses conditions de travail, ou bien lorsque l'agent entretenait des relations difficiles, qu'il commettait des erreurs et des manquements dans sa manière de servir qui obligeaient ses collègues à pallier cette carence. Alors, une fois que la situation de harcèlement moral est caractérisée, comment éviter l'engagement de votre responsabilité pour faute? L'employeur, donc, étant tenu à une obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité, les manquements en la matière peuvent être constitutifs de faute de nature à engager la responsabilité administrative de la collectivité. Alors, cette obligation, elle inclut les mesures de protection contre le harcèlement moral, mais elle ne s'y réduit aucunement. C'est-à-dire que votre obligation de veiller à la santé mentale de vos agents perdure en dehors de toute situation de harcèlement moral. De jurisprudence constante, le Conseil d'État considère que l'obligation de protection consiste pour l'administration à faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé dans le cadre de ses fonctions, mais également à assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Alors, ces mesures visant à faire cesser les attaques peuvent par exemple consister en la mise en place d'une médiation, un rappel à l'ordre des harceleurs ou bien une proposition d'affectation temporaire dans un autre établissement. Mais surtout, votre obligation de protection implique que les mesures prises ne soient ni tardives et ni sans effet. Donc, à défaut de satisfaire à cette obligation de protection, vous engagez votre responsabilité pour faute. Alors, par exemple, dans quel cas la responsabilité pour faute de l'administration n'a pas été retenue par le juge alors que les faits avaient été qualifiés comme constitutifs de harcèlement moral? Donc, par exemple, s'agissant d'un agent professeur des collèges qui avait été victime de propos sexistes et homophobes de la part de ses collègues de travail, le juge administratif a considéré que l'administration avait pris des mesures adéquates en adressant une note à l'ensemble du personnel et en dénonçant donc, les propos qui avaient été tenus en l'espèce. Le recteur de l'académie avait nommé un inspecteur d'académie pour réaliser une enquête. Ensuite, l'agent auteur des propos avait été muté dans l'intérêt du service dans un autre collège
Et enfin, donc, le bénéfice de la protection fonctionnelle avait été accordé à l'agent victime. Alors, lorsque le harcèlement moral est caractérisé, quels préjudices sont réparés? Alors, d'une part, les préjudices matériels de l'agent harcelé seront indemnisés. Donc, ces derniers sont constitués par les pertes de revenus en raison des arrêts maladie ou bien des frais engagés au titre d'un suivi psychologique. Donc, en effet, le contexte de harcèlement moral dans lequel est placé un agent peut nécessairement entraîner des conséquences sur son état de santé et sur sa santé mentale. Donc, l'agent aura tout intérêt, donc, soit à faire qualifier sa maladie de professionnelle, soit, s'il a été victime d'un accident, de le faire qualifier d'imputable au service, et ce, afin de bénéficier des droits statutaires qui découlent de cette qualification. Alors, sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle, donc en matière de harcèlement moral, la pathologie la plus fréquente sera d'ordre psychique et se manifestera par l'état dépressif de l'agent victime. Pour que l'état dépressif soit considéré comme une maladie professionnelle, il faudra que l'agent apporte la preuve que cet état est imputable à sa situation professionnelle. Sur la reconnaissance d'un accident de service, donc en matière de harcèlement moral, on peut imaginer plusieurs types d'accidents physiques, le suicide, la rupture d'anévrisme ou bien le malaise cardiaque en raison du stress subi par un agent. Alors, quel est l'intérêt pour l'agent de qualifier sa maladie de professionnelle et son accident d'imputable au service? Donc, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est notamment consécutive à un accident reconnu imputable au service ou une maladie contractée au service. Donc, l'agent bénéficiaire de congé bénéficie, il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou bien jusqu'à sa mise à la retraite. Donc, par ailleurs, l'agent bénéficiant d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais qui sont directement entraînés par sa maladie ou bien son accident. D'autre part, s'agissant du préjudice moral, donc le montant alloué au titre du préjudice moral est différent en fonction du contexte de harcèlement qui sera retenu. Mais de manière générale, on peut retenir que l'indemnisation du préjudice moral par le tribunal administratif n'est pas à la hauteur des demandes qui sont formulées par les requérants sur ce fondement. J'attire toutefois votre attention sur la nécessité pour vous de soutenir l'agent victime de harcèlement. Donc, en effet, le juge administratif a décidé de doubler l'indemnisation du préjudice qui avait été subi par la victime en constatant que l'employeur avait refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et qu'il cherchait à s'exonérer de sa responsabilité en niant le lien avec le service.